va simuler le fonctionnement pour ça du système. Me permet de passer à la deuxième partie de la présentation de cette matinée en simulation horlogère. Donc on avait de 10 à 11 donc une présentation un petit peu voilà, vue de l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'horlogerie. Puis maintenant on va aller sur un point de vue un peu plus technique. Je vais présenter un nouveau logiciel qui s'appelle Ansys Motion et je vais vous montrer ce qu'on a fait dans le domaine horloger avec cet outil-là. Parfait. Donc juste, je me permets, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, de souhaiter la bienvenue dans ce webinaire. Je fais juste une introduction très courte sur 4FEM, vu que je l'ai présenté avant. Donc, si vous ne connaissez pas, 4FEM, on est une entreprise ici basée en Suisse. On est basé à Renan. Initialement, l'entreprise a été fondée en Allemagne, donc une entreprise internationale avec tous les différents pôles en France, Suisse, Allemagne, Autriche, Angleterre. Irlande, etc. Et on distribue les solutions logicielles Ansys, dont Ansys Motion que je vais présenter dans ce webinaire. Et notre objectif, c'est vous accompagner dans l'utilisation de la simulation à travers plusieurs services, à savoir les formations, des mandats de calcul, du support où on est là pour vous aider. Lorsque vous utilisez le logiciel, vous avez accès au support, vous nous appelez, puis on vous aide si vous êtes bloqué. Voilà un petit peu pour le résumé. Et puis, je vais commencer tout de suite avec la présentation de Motion. Donc, Motion, qu'est-ce que c'est? Quel est ce logiciel, ce module Ansys? Et ensuite, je vais présenter des différentes applications. Donc, on a fait plusieurs exercices horlogers. Donc, on a simulé des mécanismes qu'on a comparés ensuite à des mesures horlogères. Donc on va voir ça dans un premier temps sur des systèmes qui vont être modélisés uniquement avec des pièces rigides. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous présenter des applications qui ont été faites aussi avec des pièces flexibles. Donc, parfait. Je m'excuse, on peut avoir un retour sur certains problèmes de connexion de certains d'entre vous. C'est parfait. Je m'excuse de cette minute d'absence. Donc sur Ansys Motion, qu'est-ce que c'est cet Ansys Motion? Donc quand on fait une simulation qui va être dynamique de mécanismes horlogers, jusqu'à présent, les deux modules que l'essentiel d'entre vous qui font des études dynamiques utilisaient, et ceux que nous avons toujours conseillés jusqu'à présent, sont Ansys RBD et LS-DYNA. Donc Ansys RBD, c'est un logiciel qui est disponible à tous les gens qui ont Ansys Mechanical, le package Premium. Et c'est un outil qui va être très bien pour faire tout ce qui est calcul de corrigide, avec notamment beaucoup de liaisons, et qui en plus offre la possibilité de gérer des contacts non linéaires. Donc à partir du moment où on a une gestion de contacts à assurer, ben, on va avoir possibilité de les gérer, mais j'ai envie de dire que c'était un petit peu la limite du module. Beaucoup d'entre vous qui l'ont utilisé avaient notamment dans les dernières années quelques soucis dans la gestion des contacts. Ceux qui n'ont pas participé en juin à la session technique de conseil technique Tips and Tricks sur l'horlogerie, bah, je vous invite peut-être à aller voir ce qui avait été présenté là, parce qu'on avait présenté aussi toute une série de nouveaux paramètres de réglage d'Ansys RBD suite aux améliorations du module, qui permettaient de rendre la vie un petit peu plus facile pour gérer ces contacts non linéaires. Donc l'état actuel de RBD, c'est que ça permet de calculer. Les contacts non linéaires peuvent être gérés, mais on va dire que dès que ça demande une certaine quantité de réglages pour pouvoir les gérer de manière optimale. Donc dès qu'on était sur des choses qui nécessitaient de gérer plus de contacts, plus de non-linéarité, ou tout simplement des pièces flexibles, la recommandation, ça a toujours et c'est toujours d'utiliser le module LS-DYNA. Donc LS-DYNA, c'est un module multicore pour RBD. LS-DYNA, c'est un solver qui est explicite, donc les équations qui sont derrière ne sont pas du tout les mêmes. Ce qui fait que LS-DYNA, c'est très très bien pour tout ce qui va être calcul de courte durée. Donc on va faire un calcul de chute, donc le temps simulé est assez court, un quantième, saut du quantième. Donc ça, c'est des applications avec des temps de simulation, des temps simulés assez courts. Ensuite, si on va être sur des temps de simulation plus longs, bien LS-DYNA, ça va faire le travail, mais ça va prendre pas mal de temps en termes de temps de calcul. Donc LS-DYNA, c'est, on va dire, pour le résumer, on peut tout faire avec. C'est vraiment le module tout-terrain.
mais si on est sur des temps simulés assez longs, ben, on va se retrouver sur des temps de calcul aussi très longs et c'est, on va dire, le seul inconvénient qu'on peut donner à LSD. Et c'est pour ça que il y a maintenant un nouveau module qui s'appelle Ansys Motion. Donc, il s'inscrit dans la lignée des modules multicore, donc dans la même lignée que Ansys RBD, mais on va dire c'est le niveau au-dessus. Pourquoi le niveau au-dessus? C'est parce que déjà il a des algorithmes de gestion des contacts qui sont beaucoup plus performants. Donc on va voir vous allez le voir après, hein, c'est extrêmement robuste en termes de gestion des contacts. Mais au-delà de ça, on peut mettre ici des corps flexibles sans trop de soucis. C'est-à-dire que sur RBD, on pouvait mettre des corps flexibles, mais ensuite c'était très difficile d'allier corps flexibles à des contacts non linéaires. Sur Ansys Motion, c'est pas du tout un souci. On aura même plein de méthodes pour le faire, de manière à avoir des résultats euh, euh, très rapides et aussi des résultats très précis. Donc voici un petit peu pour le positionnement d'Ansys Motion dans le portfolio d'Ansys sur tout ce qui est calcul dynamique de mécanismes. Donc d'où est-ce qu'il vient ce module Ansys Motion? Il a été développé dans les dernières années en Corée du Sud. Donc particulièrement ici sous la direction de monsieur professeur Daesung Bae. Donc, je m'excuse pour la prononciation, pour ceux qui parleraient très bien coréen. L'objectif ici de présenter aussi monsieur Daesung Bae, c'est parce qu'il est issu en fait de Recurdyne, qui est un autre logiciel donc de calcul multicore. Donc en fait, monsieur Daesung Bae a contribué notamment au développement de Recurdyne et l'objectif d'Ansys Motion, bah, c'est de partir sur ces bases-là et d'aller, on va dire, un niveau au-dessus en termes de gestion des calculs et donc je pense aux contacts non linéaires et aux déformations avec des pièces flexibles. Alors on me pose la question si Ansys Motion est voué à remplacer RBD. Alors pas du tout. Ansys Motion, c'est un complément en fait. Donc RBD, ça va toujours être l'outil un petit peu plus simplifié qui va vous permettre d'obtenir des résultats assez rapidement sans avoir suivi euh, de formation particulière. On a une journée ou deux de formation sur RBD. Sur Ansys Motion, c'est un outil qui est beaucoup plus large et donc qui va venir en complément de RBD avec un niveau de performance qui est au-dessus, qui ne va pas être inclus par défaut dans les packages Mechanical. Donc ça sera un complément de la même manière qu'LSDNA l'était. Et donc ça, c'est voué à être utilisé par des gens qui vont vouloir avoir mené des études, par exemple paramétriques, où il y aura beaucoup d'itérations, je vais montrer ça après, pour voir un petit peu l'impact de la géométrie sur les résultats, etc. Ou des gens qui vont vouloir avoir des calculs avec beaucoup de non-linéarité, prendre en compte les jeux au niveau des pivots, etc., etc. Vous allez voir, selon les études qu'on va faire après, ça va vous sauter aux yeux ce qui est RBD et ce qui est Motion. Donc sur Ansys Motion, voilà, dans les points clés, c'est ça, c'est le temps de calcul, c'est la fiabilité des résultats. Donc il n'y a pas besoin de changer 20 millions de fois les paramètres avant d'arriver à un résultat. Et c'est aussi la possibilité, la capacité de gérer des systèmes avec un très grand nombre de degrés de liberté. Donc si j'ai mis quelques exemples donc, qui sont montrés pour toute industrie avec des boîtes de vitesse, la partie flexible pour voir ici les pressions de Hertz, la partie vibratoire en bas sur le freinage. Où on va pouvoir donc mêler à la fois les aspects flexibles et rigides des différents mécanismes. Euh, donc Ansys Motion, donc, je dis depuis le début qu'il est censé être très rapide, on va le voir après avec les exemples horlogers. Ici c'est une comparaison qui a été faite sur plusieurs exemples, voués notamment à tout ce qui va être industrie de fabrication de machines-outils. Donc vous voyez ici la comparaison entre les temps de calcul offerts par Ansys Motion et les concurrents. Donc, si Ansys présente ça, c'est aussi qu'ils ont pris des exemples auxquels Ansys Motion était particulièrement performant par rapport aux concurrents. Mais au moins, ça vous permet de voir ici une réalité qui est quand même extrêmement impressionnante. C'est d'avoir ici des différences en termes de temps de calcul ou de faisabilité qui est extrêmement grande. Donc Ansys Motion, ça se veut être le haut du panier sur les calculs multicore.
Donc d'où est-ce que ça vient? Ça vient des équations qui ont été implémentées, hein. Donc si on devait retenir une seule chose, c'est qu'en général, dans les méthodes conventionnelles de calcul, sur ces applications-là, on va être sur des solvers qui vont utiliser beaucoup de, heu, enfin ces modules qui vont utiliser des solvers explicites, alors qu'en Sysmotion, mise essentiellement sur un solver implicite. Il y a d'autres différences, lors de l'implémentation des équations, mais sans rentrer dans le détail, voilà, c'est la manière dont l'anti-motion a été programmé qui permet d'arriver à ces performances en termes de temps de calcul et de fiabilité. Donc là, je vais me lancer directement dans la partie exemple sur les exemples horlogers rigides. Donc, juste pour expliquer, c'est tout ce que j'ai montré là, ça s'est réalisé, dans le cadre d'un projet de master. Donc, il y a eu un partenariat, avec, CADFEM, un industriel horloger qui nous a fourni, et bien toutes, les, géométries et les mesures et ensuite le PFL avec, notamment, ici, c'est Ghislain Azine, qui a réalisé, et bien les différentes, simulations que je vais présenter, dans la foulée et qui a donc réalisé son projet de master et obtenu son diplôme à la suite euh, de ce projet de master en horlogerie. Donc l'objectif de son projet de master, c'était d'évaluer Anti-Motion, donc déjà euh, de regarder ce qui était possible de faire avec Anti-Motion, la faisabilité en termes d'application horlogère, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était d'assurer la qualité. Donc est-ce que, ok, on a obtenu des résultats, mais est-ce que ces résultats sont bons? Donc c'est pour ça qu'on a comparé les résultats à des mesures réelles. Et ensuite, en termes de rapidité, donc depuis le début on nous dit que c'est rapide, mais on a voulu voir un petit peu ce qu'on pouvait obtenir en termes de temps de calcul avec un Sysmotion sur les applications horlogères. Donc dans ce premier chapitre rigide, voici le système que l'on a étudié. Donc on va y aller étape par étape. On va d'abord regarder le balancier seul, ensuite on regardera l'échappement et ensuite le système complet avec les rouages. Donc en termes de balancier, donc juste pour présenter, je vais présenter un petit peu lentement au début et ensuite on ira un petit peu plus vite. Ce qu'on a voulu faire, c'était tout simplement voilà, prendre un balancier, simuler la perte d'amplitude du balancier en fonction du temps et de modéliser les positions plates et pendues et de voir la différence entre les deux. Donc voici les mesures qui nous ont été données. Donc on voit la partie pendue en bas, la partie plate en haut. Et donc l'objectif, c'est de voir si on est capable de faire ce qu'on faisait jusqu'à présent avec LSDINA, donc de mettre, donc de précontraindre ici le spiral, donc une rotation initiale du balancier pour que le spiral soit comprimé. Donc le spiral n'a pas été modélisé ici, on le fait à travers un élément ressort, et ensuite de lâcher le balancier et de le laisser eh bien, osciller et de noter à chaque fois la valeur d'angle du balancier avant que il y ait un changement de direction de rotation. Donc premier point, est-ce que c'est possible de faire avec Anti-Motion? On a pris la géométrie, on l'a mis dans Anti-Motion, mis les conditions limites, les contacts au niveau des pierres, et puis bonne nouvelle, bah, ça fonctionne. On a quelque chose qui ressemble à un balancier qui tourne, donc très bien. Mais c'est bien de voir qu'on a un résultat. Maintenant, la question c'est est-ce que le résultat est correct? Et d'essayer d'obtenir les courbes que que je présentais précédemment, donc en jouant avec le coefficient de frottement au niveau des pierres. On va essayer de faire du tuning là-dessus et de retrouver ces deux courbes-là. Donc c'est ce qui a été fait par la suite. Donc ici, vous voyez directement le résultat. Donc avec un coefficient de frottement qui était de 0,15, on a pu obtenir ici euh, eh bien, une correspondance entre les courbes mesurées et les courbes théoriques, et les courbes numériques, pardon. Donc vous avez ici au niveau de la partie pendue, donc la courbe expérimentale en bas et la courbe simulée juste au-dessus. Donc on voit qu'il y a un écart qui est assez faible. Il faut aussi prendre en compte que l'écart se somme, hein, point par point, cycle par cycle. Donc si on prenait l'écart par cycle, il serait extrêmement réduit. Donc ça pénalise pas du tout cet écart-là, le calcul de, de qualité de votre système.
Ensuite, on peut toujours essayer de faire mieux. Ce qu'il faut prendre en compte ici aussi, c'est qu'on a considéré à la fois les frottements qui étaient solides, hein, donc ces coefficients de frottement de 0,15, mais aussi on a mis une loi visqueuse. Donc le calcul visqueux avait été fait en CFD. On a juste repris le couple euh, de frottement visqueux et mis par-dessus dans Ansys Motion lui-même. On est capable tout simplement de mettre un couple qui va être proportionnel à la vitesse de rotation. Et c'est ce couple visqueux-là, soumet au frottement solide simulé par un Motion, qui permet d'obtenir directement du logiciel ces courbes euh, d'amortissement du balancier. Donc ici, bonne nouvelle, on a réussi à obtenir une correspondance qu'on a jugée assez bonne pour ne pas continuer à travailler sur les coefficients de frottement et sur les coefficients de frottement visqueux aussi issus de la CFD. En termes de temps de calcul, donc là ici c'est aussi une très bonne nouvelle avec Motion, donc implicite par rapport à l'ESINA explicite. Par période, on était sur du 14 secondes avec Motion sur 4 cœurs sur le laptop, alors que sur l'ESDINA, ça nous prenait grosso modo 300 secondes par période. Donc on a un facteur 20 ici en termes de rapidité. C'est-à-dire que le calcul il faut compter ici quelques heures avec LSDINA pour obtenir ce que l'on a là, et ça sera de l'ordre ici d'une vingtaine de minutes avec Motion pour être capable d'obtenir un grand nombre euh, de cycles. En termes d'output, on obtient exactement la même chose qu'avec l'ESDINA, c'est-à-dire que déjà on a pu obtenir un coefficient de frottement équivalent qui nous permettait d'avoir cette correspondance entre mesure et simulation. Mais aussi au-delà de ça, on peut faire comme dans l'ESDINA, mettre une petite pointe de graphite au bout de notre axe et regarder comment il évolue dans les situations plates ou pendues. Donc quand c'est plat, forcément ici on va avoir un mouvement qui va être dans les deux directions latérales au niveau des pierres. Donc c'est ce que vous voyez là. Prendre une fois qu'on est pendu, on va avoir tout simplement l'axe qui va avoir une sorte qui va suivre une forme de courbe ici, qui est représentée à cet endroit-là dans la slide. Donc c'est aussi là où on comprend ce qui se passe physiquement en termes aussi de frottement, hein. Donc on va avoir des surfaces en contact qui sont différentes. C'est pour ça qu'entre plat et pendu, on n'a pas les mêmes valeurs de réduction d'amplitude. Voilà, donc ce qu'on a fait ici sur le balancier, on a été capable d'obtenir un résultat. On a vu qu'on pouvait obtenir la même chose que les mesures. On a vu qu'on pouvait obtenir plein d'outputs intéressants. Et en plus, au-delà de ça, on a maintenant un modèle numérique du balancier qui est prêt à emploi et qui peut être injecté aussi ici dans l'analyse de l'échappement en encre suisse. Alors maintenant, je vais passer sur cette deuxième partie, donc l'échappement en encre suisse. Voici la simulation que nous avons voulu réaliser. Donc ici, ça a été réalisé avec Ansys Motion. Donc on va mettre après contrainte notre balancier, on le lâche. Et ensuite, on va venir mettre en place notre encre par contact. On a ici en couple, bien sûr, un input qui est issu du barillet. Et notre système va être ici auto-entretenu. Donc il faut se dire que tout est géré par contact, hein. Donc c'est-à-dire que on va avoir ici la cheville qui va venir en contact avec l'encre, et ensuite l'encre va venir pousser la cheville et retransmettre une partie de l'énergie issue provenant du barillet à notre cheville, de manière à vaincre tous les phénomènes de frottement que nous avons mis en évidence précédemment, hein, dans la simulation précédente. Et c'est ainsi comme ça qu'on va pouvoir aussi obtenir pour un couple d'entrées données une position, une amplitude maximale de cheville. Donc si j'ai plus de force en entrée, je vais avoir un angle stable de ma cheville, donc celui que je vous présente maintenant, voilà, qui va être un petit peu plus grand. Et si j'ai moins de force en entrée, eh bien ma cheville va recevoir un petit peu moins, mon balancier va recevoir moins d'énergie de la part de mon encre. Donc je vais avoir une stabilisation ici de la cheville, un angle qui est un petit peu plus faible. Donc c'est là en fait l'objectif de la simulation. On nous a donné ces courbes que vous voyez là, qui représentent l'amplitude stable d'oscillation du balancier en fonction, ici c'est écrit nombre de tours, c'est le nombre de tours du barillet, donc en fait c'est le couple en entrée, hein. Voilà.
Donc ces courbes ici existent pour les positions plates et pendues. Et nous, on a voulu voir avec Ansys Motion si on était capable de retrouver ces courbes-là. Donc ça prend un certain temps de retrouver, de faire une simulation point par point. Chaque simulation ici était avec un grand nombre de contacts. On avait, je vais présenter ça sur la précédente, 17 contacts. Ces contacts, ce sont les contacts au niveau des palettes, au niveau des pierres, donc que ce soit la pierre ici de notre roue d'échappement, ou au niveau aussi du pivot avec le balancier. C'est pour ça qu'on arrive à 17 contacts non linéaires. Donc on n'a pas simulé ça avec des liaisons, hein. Si on avait fait ça avec des liaisons parfaites, ça serait allé très très vite. Mais l'objectif ici, c'était vraiment de représenter la réalité, c'est-à-dire d'accepter de dire qu'il y a des jeux au niveau des pierres et que selon les efforts en jeu, nos différents composants vont pouvoir se positionner de manière différente. Pas forcément aussi de manière plane, hein. Ils vont pouvoir avoir un angle, hein, d'inclinaison. Et tout ça, après, ça a un impact sur notre système à la fin. L'objectif, c'est d'être le plus fidèle possible à la réalité. Et autant avec RBD, c'est aussi, on peut mettre ça en, différence entre RBD et Motion, avec RBD, on n'arriverait pas à gérer 17 contacts non linéaires. On serait obligé de mettre des pivots, ça serait très bien, on aurait des pivots parfaits, ça serait très bien pour obtenir certains résultats, mais on ne prendrait pas en compte la complexité de la réalité avec les différents jeux et les différentes inclinaisons possibles des différents composants. Donc ici, Motion, première bonne nouvelle, permet de faire ça, donc au moins d'obtenir un résultat. Et ensuite, en termes de qualité, ben, vous voyez ici la correspondance. Quand on se place avec un couple de barillet, donc ici qui correspondrait à 18 tours du barillet, eh bien on va obtenir ici le petit point qui est au-dessus, qui est très proche de celui qui était donné par la courbe ici théorique, qui nous ont été donnés par notre partenaire horloger. Et on a fait ça pour plusieurs points. Et puis on a pu voir à chaque fois que l'amplitude stabilisée, et donc est très proche, à la fois en position plat et pendu. Et je tiens à préciser qu'on a utilisé les mêmes paramètres, hein. On n'a pas changé les paramètres de frottement ou d'amortissement ou quoi que ce soit entre plat et pendu. L'objectif, c'est d'avoir un modèle numérique unique qui puisse nous donner les bons résultats, quel que soit le cas de charge du système. Donc il y a eu un petit peu de tuning au niveau des coefficients de frottement avec la palette. Je ne me rappelle plus exactement combien ils étaient, je crois que c'était vers les 0,12, quelque chose comme ça. Et les coefficients de frottement entre l'encre et la cheville. C'est ce qui nous a permis d'obtenir quelque chose qui est très proche dans les deux cas, et en plat et en pendu, des mesures. Donc voilà pour cet exemple-là. Et puis ensuite, on a vu qu'on arrivait à avoir des résultats qui étaient assez courts finalement, donc 13 minutes par oscillation. Donc nous, quand on savait à peu près où il fallait partir, hein. Donc on lançait le calcul et ensuite on voyait où ça stabilisait. Donc en une dizaine d'oscillations, déjà on avait stabilisé vers les points correspondants. Donc c'était à peu près 2 heures 3 heures de calcul par point, ce que vous voyez ici. Donc du coup, ça reste quand même assez acceptable, surtout quand on a 17 contacts. Et puis pour ça, on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose qui est un petit peu plus complexe, un petit peu plus visuel. On va vouloir voir la transition entre position plat et pendu. Donc on prend notre montre, comme elle est là. On va laisser ici ben, notre échappement bien fonctionner comme échappement. On a la montre sur le poignet. Et ensuite, l'objectif, c'est de se dire, je vais tourner le poignet. Donc je tourne le poignet, donc la montre tourne. Et ici, on va voir la gravité est toujours la même, hein, bien entendu. Donc notre situation plat n'est plus active, on passe à pendu. Et maintenant, on va avoir toute une période de transition auquel on va avoir l'oscillation maximale ici, qui va réduire en fonction, à travers le temps, jusqu'à arriver, on n'a pas lancé le calcul assez longtemps pour ça, jusqu'à arriver à la situation stable de la position pendue. Donc ici, comme ça nous permet de prendre en compte cette phénomène aussi, ce phénomène de transition, de changement d'amplitude à travers plat et pendu. Alors je vois que j'ai une question que j'avais pas vue précédemment. Je vais ouvrir ça. Alors, au niveau des facteurs de qualité, ici je les ai pas, parce qu'on demande le facteur de qualité plus que la courbe en elle-même. Néanmoins, bon, on pourrait le calculer à partir de ça. Ensuite, j'ai une autre question.
La chute d'amplitude, oui. Donc ici, effectivement, il y a une chute d'amplitude à ces endroits-là, donc qui vient ici des mesures, hein. Donc c'est juste que quand on est sur des faibles valeurs, donc là c'est plus de la simulation, hein, là c'est ce qui a été fait en termes de mesures. Quand on est sur des faibles valeurs d'amplitude, le processus de mesure ici était plus fiable, puisque en fait il y avait l'objectif de mesurer l'amplitude à une fréquence donnée, ce qui a du sens lorsque notre système fonctionne très bien, mais dès qu'il est très proche de l'arrêt, eh bien en fait le moment où on mesure correspond plus exactement à la fréquence maximale. Donc c'était juste lié au processus de mesure. Voilà, c'est pour ça qu'ici, nous, notre objectif, c'était d'être très performant, notamment entre 300 et 200, pour obtenir vraiment ici quelque chose qui correspond entre simulation et mesure. Et tout ce qui est entre 200 et 150, si on était bien, tant mieux. Et tout ce qui était en dessous du 650 ou 130, bon, on regardait même pas. D'ailleurs, il y avait d'autres points de mesure, on les a pas mis ici dans ce graphe-là. Voilà. Parfait, donc je continue. Maintenant qu'on a fait ça sur l'échappement, on a voulu se mettre sur le système complet que j'ai présenté précédemment, que vous avez là. Donc on a mis en place toutes les roues. Euh, donc ici, chacune d'entre elles est est maintenue à travers l'axe et les pierres, à travers des contacts. Donc on a 35 contacts non linéaires. Donc c'était un exercice un peu de style pour savoir si c'était possible de réussir à faire ça. C'est quand même assez conséquent, 35 contacts non linéaires. Et puis en fait, vous voyez là à travers la vidéo, il n'y a aucun souci pour Motion pour gérer ça. Donc vous voyez, donc, si je fais une petite pause là, vous voyez vraiment que vous avez l'axe qui va venir en contact à travers le jeu contre la pierre et qui va pouvoir bouger selon la manière dont le système est sollicité. Donc à partir du moment où l'encre est dans une position différente, on, on va avoir des forces en jeu qui vont être dans des directions différentes. Et donc, bien entendu, derrière, on va avoir le contact au niveau des pierres qui est différent, qui va tout simplement suivre la forme ici de la pierre. Et tout cela va avoir un impact rouage après rouage, et ici bien géré par un Motion. En termes de temps de calcul, on était sur des choses qui étaient par contre beaucoup plus conséquentes. Pour juste simplement une oscillation, ici, on avait besoin d'une heure de calcul. C'est aussi lié au fait que plus on a d'éléments de contact, plus le système a besoin de temps pour résoudre cela. Et notamment, on a pris l'approche un petit peu simple et de créer plein de contacts au niveau des dents. Donc on aurait pu réduire aussi le nombre de dents en termes de maillage, vu qu'on n'avait pas prévu de faire un tour complet sur la dernière roue, par exemple, qui aurait permis un petit peu de réduire ce temps de calcul-là. Mais le premier objectif, c'était surtout de voir la possibilité. Et en attendant, voilà, sur des temps de calcul ici sur 16 cœurs, mais qui restent quand même à portée humaine. Voilà. Donc voici donc les exemples qui ont été faits sur ce système-là avec des corps rigides. Donc l'objectif c'était de montrer la faisabilité, c'est fait, de montrer la correspondance avec les mesures, donc c'est fait, et de regarder un petit peu en termes de temps de calcul ce qu'on pouvait obtenir. Et puis là voilà, c'était une de très bons résultats puisque ces temps de calcul sont très réduits, je pense notamment ici au balancier, facteur 10-20 par rapport aux analyses que nous faisions avec LSD1 jusqu'à présent. Maintenant, si je passe sur des analyses flexibles, donc tout ce qui est rigide, ben voilà, on a vu ce qu'on pouvait faire avec un système motion. Et puis maintenant, on va regarder dès qu'on rajoute de la flexibilité, qu'est-ce qui se passe. On va regarder sur un système simple marteau-cœur, et ensuite sur le quantième et un cliquet magique. Donc sur le marteau-cœur, donc l'analyse qui a été faite, c'est celle qui est présentée ici. Donc on va mettre notre marteau en pré-contrainte. Ensuite, on va lâcher le cœur, il va venir heurter le marteau, pardon, il va venir heurter le cœur et on va regarder ce qui se passe jusqu'à stabilisation. Et on peut en obtenir ensuite une courbe de stabilisation, c'est la courbe de rotation du cœur à travers le temps. Donc avec RBD, on a été capable de faire quelque chose comme ça, mais avec uniquement un ressort qui était considéré comme rigide et dans lequel on met un couple équivalent. Et juste si on reste avec des corps rigides, juste pour donner un petit peu des ordres de grandeur aussi entre RBD et Motion,
Entre couple constant et variable, on était entre 3 et 8 minutes de temps de calcul pour réaliser ce calcul-là. Avec Motion, on est sur de l'ordre de la dizaine, vingtaine de secondes. Donc ça n'a aucun rapport entre les deux, hein. Maintenant, si je rajoute de la flexibilité, donc du coup RBD est disqualifié, c'est là où on ferait venir LSDINA dans le jeu. Alors ici, il y a une subtilité, c'est qu'avec Anti-Motion, on a plusieurs possibilités de réaliser des calculs flexibles. On a notamment deux possibilités. Il y en a une, c'est d'utiliser des calculs linéaires et d'autres des calculs non linéaires. Donc des calculs non linéaires, c'est ce que j'expliquais par simulation avec une méthode nodale. Donc c'est exactement ce qu'on va faire avec LSINA par défaut, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte toute la non-linéarité du système, notamment du ressort. C'est-à-dire que quand le ressort va se déformer, bien selon le taux de déformation du ressort, la force ou le moment en résultant est différent. On aura un couple euh, qui va être variable selon la déformation du ressort. L'analyse modale, elle, à l'inverse, va permettre de faire d'utiliser une partie linéaire donc de la simulation, c'est-à-dire que le ressort aura toujours, va appliquer toujours la même force, le même couple. On ne va pas prendre en compte l'effet des non-linéarités de la déformation du ressort. Ceci, comment ça se passe? En fait, on prend notre ressort, on analyse les déformations possibles du ressort d'un point de vue modal, et on en sort ici des matrices simplificatrices du système qui vont être utilisées après dans l'analyse. Donc tout ça, ça se fait, c'est pas vous qui rentrez des matrices, ça se fait très simplement à partir de l'interface graphique. Et l'objectif de cela, c'est de simplifier la simulation et notamment de réduire les temps de calcul. C'est-à-dire que chacun de vos composants flexibles, vous allez dire qu'ils vont être considérés de manière linéaire, avec donc une rigidité qui est constante, et vous aurez des temps de calcul qui est beaucoup plus réduite. Donc si on est avec la partie donc modale, sur Motion, on va rester dans l'ordre de grandeur de ce qu'on avait précédemment dans l'analyse rigide, on va être dans l'ordre de 30 secondes. Si on saute maintenant sur une analyse nodale, auquel la rigidité doit être mise à jour au fur et à mesure de la déformation du ressort, eh bien on va tomber sur une dizaine de minutes de calcul. Si maintenant on prend LSDINA, donc par défaut on va faire quelque chose qui va être en nodal, on n'a pas joué avec d'autres approches, on va être sur des temps de calcul qui sont beaucoup plus longs. Pourquoi beaucoup plus longs? C'est tout simplement lié au fait qu'on est sur un solver qui est explicite, qui travaille très bien quand il y a des petits pas de temps, mais qui va avoir plus de mal à gérer des pas de temps qui sont assez grands. Donc voilà. Donc en faisant ce calcul-là, donc on peut en ressortir effectivement le comportement général du système, mais aussi avec Motion, bien entendu, on peut, alors pour ceux qui connaissent l'approche modale, on va expandre la matrice et on va pouvoir obtenir après derrière, et bien tout simplement les contraintes aussi au niveau de notre ressort. Donc je vais passer maintenant au deuxième exemple qui a été réalisé, celui du quantième instantané, donc ici réalisé sur Motion. Donc l'objectif ici, c'était de prendre le système tel quel, de le modéliser vraiment avec des contacts, c'est-à-dire ici au niveau de la fixation du disque. Le disque n'est pas contraint par une liaison où il ne pourrait faire que tourner. Il est bien entendu géré ici par tous les contacts que l'on va avoir à ces endroits-là. On va faire tourner le doigt de quantième qui va activer la bascule et on va avoir comme pièce flexible deux pièces. Donc ici, ce premier ressort, le ressort de bascule, et le deuxième ressort, le ressort de sautoir. L'objectif ici, c'est de regarder si on a des doubles sauts ou non, et on peut aussi regarder toutes les contraintes au niveau des ressorts, les couples correspondants, etc. Donc sur LSDINA, typiquement, on a un modèle comme ça qui il n'avait pas été optimisé, mais tourné en quelque chose comme 1 heure. Motion sans l'optimiser non plus, mais juste en utilisant beaucoup d'options par défaut. On est dans l'ordre de 1 minute si on veut une approche linéaire et d'un peu moins de 10 minutes si on veut une approche non linéaire. Voilà. Ici, il y avait juste un exemple avec RBD, où on s'était amusé à faire ce système-là avec RBD, mais encore rigide, c'est-à-dire qu'on mettait des couples équivalents au niveau ici des ressorts, mais les ressorts, bien sûr, se déformaient pas. Et RBD, donc, qui serait rigide, permet d'avoir déjà beaucoup de choses, puisqu'on a les résultats. Mais juste en comparaison, on n'a pas de
considération de flexibilité et ça prend déjà 45 minutes. Tout simplement parce que c'est la gestion des contacts et non linéaire qui fait ici la différence. Peut-être sur ce quantième là, je vais me permettre de présenter ici Motion. Donc Motion, il y a deux parties de Motion qui existent. Il y a la partie Motion Standalone et la partie Motion ACT, donc pour avoir Motion disponible dans Workbench. Donc je vais présenter d'abord l'ACT qui est toute nouvelle, hein. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire maintenant, pas plus tôt. C'est assez récent d'avoir une ACT ici fonctionnelle. Donc ça se présente sous la forme d'un bloc, un petit motion, donc on l'importe. Et ensuite c'est exactement la même chose comme bloc Lesina, un bloc mechanical statique. À part que quand quand on fait double clic sur modèle, ce qui s'ouvre c'est Antis Motion comme solver dans le background. Donc, du point de vue de l'extérieur, ça ressemble à la même chose que tout ce qu'on peut voir avec Mechanical. C'est ici toujours l'objectif de Ansys d'avoir une interface graphique unique. Donc on va définir qu'est-ce qui est rigide ou qu'est-ce qui est flexible. Voilà, par exemple ici flexible. On va le mailler, donc à partir des options de maillage standard disponibles dans Ansys. On va pouvoir gérer ici, créer tous nos différents contacts. Donc si je prends le premier, ressort bascule, voilà, vous avez les contacts qui sont créés de la même manière que ce que l'on fait habituellement. Pour gérer les options de contact, c'est comme dans LSDNA, c'est sous Ansys Motion. Vous avez des cases de Contact Properties dans lesquelles vous pouvez changer ici les rigidités, les amortissements, etc. etc. Au niveau des conditions limites, alors déjà, comme j'étais dans les connexions, on peut aussi montrer tout ce qui est liaison, hein, donc par exemple ici, liaison fixe, hein, voilà, ou pour mon doigt, liaison ici en rotation uniquement autour de Z. Donc c'est vraiment la même chose que ce que l'on va retrouver dans les autres outils N6 dans l'environnement Workbench. En termes de conditions limites, bah, là, il y a quelques différences, mais c'est pour l'instant, enfin, c'est assez mineur. Voilà, on peut créer ici des couples. Donc ici au niveau du doigt, on va tout simplement donner, donc si c'est pas un couple, ça serait une vitesse de rotation au niveau du doigt. Donc ça se fait pas uniquement par une ligne, mais il y a deux lignes. Il faut d'abord créer l'expression en fait qui nous permet de dire la courbe de chargement, donc la courbe de vitesse, et ensuite on va charger notre courbe de vitesse dans ici ce joint load property, et voilà. C'est la seule subtilité. Maintenant, voilà, analysis settings, on définit le nombre de cœurs, le temps de simulation, on lance le calcul, et une fois qu'on a le calcul, eh bien, on peut venir voir. Alors là, c'est la limite pour l'instant, uniquement les déformations. On va pouvoir regarder ici eh bien, notre système, comment est-ce qu'il évolue dans le temps, et obtenir voilà, le graphique de déformation, la vidéo de déformation dans le temps. Voilà. Maintenant, si on veut avoir plus de résultats, notamment tout ce qui est contrainte, tout ce qui est vitesse, pour l'instant, ça n'a pas encore été implémenté dans la CT, ça viendra très sûrement l'année prochaine. Mais sinon, il y a toujours de disponible eh bien, ce qu'on appelle le standalone. Donc il y un Motion pré-processing, un Motion post-processing. Il y a aussi un bouton pour faire le lien entre les deux. On va ouvrir ici la partie post-processing et on va pouvoir aller plus loin dans le traitement ici des résultats. Donc vous avez déjà la même chose, hein. Donc c'est-à-dire que vous avez dans la partie post eh bien, la partie vidéo, hein. Donc je peux mettre moins de points. Comme ça va un peu plus vite, une fois plus vite. Puis voilà, vous avez votre système, donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Si vous avez demandé comme résultat les contraintes, il faut juste vous demander hein, dans les outputs. Vous allez pouvoir aussi visualiser les contraintes dans votre système. Donc vous visualisez ici. Voilà, donc là on voit bien hein, la compression, ce sont les contraintes de von Mises ici équivalentes. Hein. Donc on voit la fibre neutre et ensuite on va voir traction et compression, qui ici est bien sûr avec une valeur uniquement positive en von Mises. Voilà. Et ensuite, vous avez possibilité de créer toute une série de graphes qui pourraient être intéressants pour vous. Donc, si vous prenez par exemple le composant 1, je crois que c'était le disque. Donc, si je viens en vitesse de rotation ou en position, je crois que c'était selon X, je ne sais plus, on va voir. Add curve. Voilà. Donc, ici, vous avez la rotation du disque. Donc, le disque
du quantième, donc dans la même position, on va venir actionner la bascule. La bascule va prendre la dent, faire tourner le disque, qui va être limité en rotation par le sautoir, et ensuite arriver à sa position finale. Donc là ici, voilà, ce sont les outils de pré-processing qui sont disponibles sous Ansys Motion standalone. Si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble pour le pré-processing, ici j'avais ouvert le cœur à marteau. Donc le pré-processing il ressemble à ça. Donc c'est vous avez une fenêtre, vous avez ici votre géométrie, un arbre avec, c'est comme un petit peu dans Workbench, c'est juste que ça apparaît différemment, dans les différents composants, les différents contacts, les différentes liaisons, les corps qui sont flexibles, vous les retrouvez ici, donc il n'y en a qu'un, c'est le ressort. Et ensuite, vous avez possibilité, voilà, sous contact de créer des nouveaux contacts, sous force de créer un chargement, avec un bushing, des ressorts, etc. Sous contrainte de mettre toutes les contraintes qui peuvent être intéressantes pour vous, etc., etc. Donc voilà, et ensuite dans la partie, pour la partie maillage, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec Motion, mais on a aussi possibilité de le faire avec Ansys et d'exporter le maillage, l'importer dans Motion. C'est l'approche qu'on préconise jusqu'à présent parce que ça vous permet plus de flexibilité et un maillage de meilleure qualité en utilisant le mailleur d'Ansys. Voilà, donc ici quand je fais ouvrir, ben, j'obtiens le maillage que j'avais importé depuis Ansys. Et puis c'est là aussi dedans, si vous voulez passer avec une analyse linéaire, auquel vous allez injecter la partie modale en termes de propriété sur ce maillage-là, et qui est ensuite directement utilisé dans cette interface ici. Voilà. Ensuite, je vais revenir à la présentation. Un exemple supplémentaire dans lequel bon, on n'a pas fait trop de comparaison là-dessus, mais c'est juste pour vous montrer aussi notre faisabilité. Donc ici, c'était une simulation d'un cliquet magique. Donc on l'avait fait à la fois avec LSDINA et avec Motion. Donc j'ai pas ici les comparaisons en termes de temps qu'on n'avait pas conservé quand on l'avait fait. Mais c'est juste pour montrer aussi d'autres exemples d'applications de LSDINA ou de Ansys Motion ici sur ce système. Donc il n'y a pas de souci sur la gestion des contacts non linéaires sur ce système-là. Maintenant, si je peux faire prendre un petit peu peut-être de distance sur les capacités de Ansys Motion, jusqu'à présent je dis que c'est super et fantastique, ce qui est le cas, mais juste aussi qu'on comprenne la différence avec LSDINA. Donc Ansys Motion, c'est un module de simulation multicore. Tous les outils de simulation multicore ils sont optimisés pour les gestions de liaison. Et il se trouve qu'Ansys Motion est assez performant pour gérer très bien tout ce qui est contact non linéaire et pièces flexibles. Mais ça, on va dire, c'est un plus. Maintenant, si on veut revenir sur des calculs qui vont être sur des petits temps simulés, par exemple tout ce qui est choc, ou alors si on a, et c'est aussi le cas ici, donc là c'est le même système du balancier que précédemment, là ce qu'on voit c'est la lyre avec le système anti-choc. La lyre ici, elle est contrainte uniquement par des contacts. Jusqu'à présent, on avait toujours un système, par exemple, comme précédemment, comme ici au niveau du cliquet, qui est contraint par une liaison ici, et qui ensuite a des contacts non linéaires à gérer. Mais il ne peut pas partir à l'infini, il a toujours une liaison qui le maintient quelque part. Ici, la lyre, c'est pas le cas, elle est contrainte uniquement par des contacts. Et avec Motion, c'est quelque chose qui va être. Enfin, on a essayé de le résoudre dans un temps assez raisonnable, et puis là-dessus, on n'a pas réussi. Donc c'est juste pour montrer un petit peu de limite. Donc si on veut faire un calcul de choc, les recommandations ne changent pas, hein, c'est utiliser LSDINA. Si on veut quelque chose qui est tout terrain, la recommandation ne change pas, c'est d'utiliser LSDINA. Maintenant, l'avantage de Motion, c'est ce que j'ai présenté jusqu'à présent, c'est des temps de calcul qui sont extrêmement faibles sur tout ce qui va être système avec des corps rigides, qui vont être extrêmement honnêtes et meilleurs aussi que LSDINA sur des systèmes avec des corps flexibles, dans lesquels vous avez beaucoup de corps rigides, pas beaucoup de corps flexibles, et des temps de simulation qui ne sont pas si faibles que ça, c'est pas des chocs. Donc là, Ansys Motion va prendre directement le dessus et va vous permettre surtout de mener des études aussi d'optimisation.
Donc c'est vrai que si vous avez un calcul qui va prendre 2 jours à calculer, vous n'avez pas envie de faire une optimisation sur tel ou tel paramètre parce que c'est 2 jours de calcul à chaque fois. Ici, l'objectif, c'est justement d'avoir des temps de calcul qui soient raisonnables et honnêtes. Donc vous êtes dans l'ordre de la dizaine de minutes et vous allez pouvoir faire autant d'optimisation que vous le souhaitez sur tel ou tel paramètre, sur la géométrie, les matériaux, etc., etc. Ou tout simplement pour réussir à avoir, en termes de qualité, ben, un modèle, un jumeau numérique qui correspond vraiment à la réalité, en ayant joué un petit peu sur les coefficients de frottement, les amortissements, qui sont des choses qu'on est obligé d'ajuster sur des mesures. Donc voilà un petit peu pour la vision d'ensemble d'Ansys Motion. Donc si je me mets ici dans les conclusions, voilà, donc ce qu'on a fait à travers ce projet-là, c'est de montrer à travers des corps rigides déjà la capacité de Motion à gérer un très grand nombre de contacts non linéaires. On était monté en 36 sur le dernier que j'avais montré. La fiabilité des résultats avec la comparaison des mesures horlogères. Donc on a vraiment été capable d'avoir des résultats similaires et même de prendre le balancier qui est validé, on le met dans l'échappement et on se rend compte que notre système il est aussi valide sur un mécanisme qui est donc plus grand. Et la rapidité d'exécution, on l'a vu sur le balancier, un facteur 20 par rapport à l'ESINA, par rapport à RBD, on n'en parle pas, c'est encore plus grand. Voilà. Et sur les corps flexibles, on n'a pas eu de comparaison des mesures parce qu'on n'avait pas de mesure sur des corps flexibles. On a pu montrer la capacité à gérer des contacts non linéaires avec des pièces flexibles. Donc on le savait en théorie, maintenant c'est prouvé. Et surtout pour l'horlogerie qui est quand même une industrie à part, voir ce que le logiciel était capable de faire. Et la rapidité d'exécution, elle reste extrêmement visible aussi sur ce quantième qui tourne en 10 minutes au lieu de pratiquement 1 heure avec LSI. Donc voilà, un petit peu sur l'état des lieux d'Ansys Motion actuellement. Voilà. Donc sur ce, je me permets de clore la séance, déjà de vous remercier d'y avoir participé. Pour toute information supplémentaire, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et puis je vous dis à un prochain webinaire, une prochaine formation ou un prochain travail ou partenariat ensemble. Et merci encore de votre temps et de votre écoute.